quand on rentre dans le service, on ne rentre pas directement. On rentre par une porte qui s'appelle la porte numéro 1. On rentre dans une antichambre. Quand la porte numéro 1 s'est fermée, seulement on peut ouvrir la deuxième porte qui a accès vraiment au service de coronavirus. Alors Arlette, comment ça se passe pour vous, puisque vous êtes dans ce travail, dans cet hôpital depuis très longtemps, en tant qu'infirmière, vous travaillez aujourd'hui au département du coronavirus. Quel est votre quotidien ? C'est ça. Moi, tout d'abord, je suis infirmière, donc, comme vous avez dit, depuis de nombreuses années à l'hôpital à Charette-Sédec, dans un service de médecine interne qui a été dirigé par le docteur Monter. Et maintenant, notre service a été transformé en service de corona. Charette-Sédec est le principal hôpital à Jérusalem qui soigne les malades de corona. Nous avons 5 services dans l'hôpital qui soignent à peu près une centaine de malades, partagés donc en 5 services différents. Et moi, j'appartiens au 5e service de corona. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire d'abord à quoi ces services ressemblent d'un point de vue physique ? Ce sont des unités qui sont séparées du reste de l'hôpital ? Oui, c'est complètement séparé. Je vais vous expliquer par exemple notre service. Notre service, c'est comme ça. On rentre dans notre service. À l'entrée, nous avons une antichambre qui est comme une chambre de contrôle. C'est-à-dire, à l'entrée se trouve une chambre de contrôle avec un grand écran qui nous permet de voir, communiquer à chaque instant avec chaque malade, chaque chambre et équipe médicale qui se trouve à l'intérieur du service. Nous avons également des moniteurs qui nous permettent de surveiller le pouls, la tension, la saturation de chaque malade qu'on veuille suivre de plus près. Alors, c'est-à-dire que vous ne pouvez à aucun moment rentrer dans la salle où sont les malades ? C'est-à-dire que vous n'avez aucun contact avec eux ? Tout se fait à distance ? Si. Ça, voilà. C'est partagé en plusieurs parties, le service. Il y a le service où il y a le contrôle qui est extérieur, qui se trouve dans une antichambre à l'entrée du service, avec des télévisions où on voit chaque malade et on peut parler avec l'équipe médicale et le malade et les suivre de près, et suivre les moniteurs, les tensions et tout ce qu'on peut. Mais nous avons après les personnes qui doivent rentrer dans le service, le corps médical, les infirmières, les médecins, les fils de service et tout, eux, ils rentrent d'abord dans une chambre où ça s'appelle la chambre d'habillage, si vous voulez. D'accord. Où ils se protègent où le corps médical se mit d'habits spécifiques de protection. D'accord. Il y a une étudiante qui a été formée spécialement pour voir si la personne qui rentre dans le service est correctement protégée de la tête aux pieds. Et alors, il faut qu'ils surveillent que vous avez la tenue adéquate, un port de 2 masques, un N95, un deuxième masque transparent qui couvre tout le visage et 2 paires de gants. Alors, l'habit adéquat et tout le reste. Donc, ça prend du temps, je suppose. Cette préparation prend du temps, je suppose. Ça prend au moins un quart d'heure jusqu'à ce qu'on soit bien équipé et qu'on rentre dans le service. Maintenant, quand on rentre dans le service, on ne rentre pas directement. On rentre par une porte qui s'appelle la porte numéro 1. On rentre dans une antichambre. Quand la porte numéro 1 s'est fermée, seulement on peut ouvrir la deuxième porte qui a accès vraiment au service de coronavirus. Et alors, on arrive effectivement au service même. Et après, quand on doit ressortir du service, on sort par à l'autre bout du couloir. Il y a une sortie encore une fois, c'est la même chose. On sonne à une porte. On permet de rentrer dans une antichambre qui pénètre dans la chambre de déshabillage, qui est contrôlée par une autre étudiante qui nous rappelle chaque stade de déshabillage de manière exacte pour prendre toutes les précautions pour se protéger de la contamination du virus du corona. Est-ce que chaque stade... Pardon ? Finissez, après je vous poserai une autre question. Allez-y. Oui. Alors, aussi, entre chaque stade, nous désinfectons les mains, même lors du port des gants, avec de l'alcool gel. D'accord. Alors juste, vous qui êtes là depuis si longtemps, votre travail a considérablement changé aujourd'hui ou vous êtes ou pas tellement en fait ? C'est tout à fait différent. C'est comme si j'ai appris un nouveau métier avec des nouvelles précautions, toutes sortes de nouvelles choses. Mais on s'est tous mis au diapason et on a fait le maximum parce qu'on savait que on avait comme une route pour pouvoir s'occuper de ces malades et
Quelle est la protection des malades eux-mêmes? Est-ce que eux aussi doivent porter des masques? Est-ce qu'ils ont aussi un habillement à porter spécial? Ils n'ont pas d'habit spécial, mais certains malades qui ont un soutien d'oxygène très important, parfois on leur met encore juste un masque chirurgical. Un masque chirurgical, encore qui est une protection. Alors, vous nous parlez là, on parle de malades qui ne sont pas en réanimation. Là aussi, ceux qui sont en réanimation, c'est encore une autre histoire, je suppose. Alors, nous avions, notre service était partagé en 3 parties. Il y avait les simples, les moyens et les difficiles. Et on avait effectivement des malades qui étaient aussi, comme le centre de réanimation, on avait des malades qui sont branchés au respiratoire, aux respirations artificielles, à la respiration artificielle. Et on a tout un système différent qui est contrôlé pour pas qu'il crachat ou quelque chose. Tout est très très calculé. Ça a été très protégé. Tout est très protégé. Ok, quand on parle de déconfinement, puisque c'est un peu l'ordre du jour en ce moment, est-ce que le personnel hospitalier panique un peu? Est-ce qu'il est pour? Quelles sont les réactions autour de vous? C'est-à-dire qu'en fait, c'est difficile, mais ils savent que c'est important pour pouvoir éviter de propager le virus. Et on a vu que le fait qu'il y avait le confinement, ça a permis de diminuer le nombre de malades. On s'est rendu compte que petit à petit, ça baisse. D'accord, mais justement, quand on parle de déconfinement, d'alléger les mesures de confinement, d'alléger. oui, alors, que disent les médecins? Alors, les médecins, du point de vue, si on allège le confinement, les médecins ont peur d'un pic, que nouveau ça va se remonter, qu'il va y avoir nouveau une admission de nombreux malades. Ils espèrent que non, mais on a peur de ça. Je voudrais revenir avec vous, Arlette, un peu sur cette unité dans laquelle vous travaillez et parler un peu plus des malades et aussi de leurs familles. C'est-à-dire que les familles n'ont pas du tout accès, ne peuvent pas du tout venir rendre visite aux personnes qui sont malades. C'est ça. Les familles n'ont pas accès aux malades. C'est pas un peu difficile pour les malades ? C'est très difficile, c'est très, très, très difficile, mais on essaye d'alléger. D'abord, il y a une assistante sociale qui se trouve au service, qui prend contact avec les familles pour donner un peu la situation. Et nous aussi, en tant qu'infirmière, très souvent, on me téléphone, je suis obligée de dire aussi la situation. Et une fois par jour, les médecins essayent de parler avec chaque famille pour dire qu'est-ce qui s'est passé la journée et comment la situation de chaque malade. Alors, on a vu que les malades qui étaient très atteints, qui étaient en fin de vie, eh bien, Israël était un des seuls pays à autoriser une visite. Est-ce que vous avez pu le constater dans vos services ou pas ? Non. Ce qui s'est passé, c'est que je vais vous dire, une fois, ça m'est arrivé qu'il y avait un malade qui était elle était intubée et on savait qu'elle devait mourir dans les prochaines... parce que ça pouvait arriver, disons qu'elle était dans le coma et qu'elle n'était pas bien et tout. La famille, c'était une famille religieuse, a demandé si par téléphone, elle peut faire le vidouille, c'est-à-dire une prière spéciale pour sa mère. Et elle a dit qu'ils se sont sentis beaucoup mieux. Ils ont fait ça par téléphone, et on a ouvert le téléphone à côté de la malade et ils ont fait leur prière spéciale et ça les a beaucoup, pour eux, ils se sont sentis beaucoup mieux après avoir fait ça. Ils nous ont remercié beaucoup. Beaucoup d'humanité dans les services hospitaliers israéliens, comme toujours. Quelles sont vos journées? C'est-à-dire, quels sont vos horaires? Je suppose que c'est du non-stop actuellement? En ce moment, on travaille, c'est-à-dire, moi, je pars de la maison vers 6h du matin et je reviens vers 8h15 le soir. Mais je travaille en fait de 7h à 7h30 le soir. 7h du matin à 7h30 le soir. 12 heures. Est-ce que vous avez eu des renforts du personnel, on va dire, je sais pas, bénévoles? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vous soutenir? Parce que c'est long quand même, ce sont des journées très très longues. Oui, c'est des journées très longues, mais c'est-à-dire que souvent il y a eu des soutiens, ils nous ont envoyé, c'est-à-dire que de point de vue personnel, nous avions assez de personnel.
on a reçu un renfort médical, c'est-à-dire qu'à part les médecins qui étaient de médecine interne, il y avait des médecins qui travaillaient dans les services pour enfants, qui travaillaient en orthopédie, qui sont venus nous aider et s'occuper aussi de ces malades. Parce qu'on ne peut pas rester plus que 2 heures dans le service avec tous les masques et tout ça. Comme c'est très, très éprouvant, on ne laisse pas une personne rester plus que 2 heures. Une fois qu'elle a passé 2 heures, il faut qu'elle sorte, qu'elle reste, disons, 2 heures à l'extérieur ou 1 heure ou je ne sais pas quoi, et alors elle peut nouveau rentrer. Mais on ne peut pas rester plus que 2 heures dans le service. C'est-à-dire qu'il y a une liste, on inscrit les horaires du personnel et ils doivent sortir au bout de ces 2 heures. Ah, juste pour finir, on imagine que l'infirmière, c'est toujours la personne qui est la plus proche du malade, qui lui apporte les soins, qui le touche forcément, qui lui pose des perfs si besoin. Comment ça s'organise aujourd'hui ? C'est toujours le cas, j'imagine, mais comment vous faites ? C'est toujours le cas. Là, d'abord, la seule chose, ce qui s'est passé, c'est comme ça. Les malades qui sont légers et qui peuvent parler, tout ça, donc même s'ils nous voient avec cet habit qu'on est sur la Lune, avec ces scaphandriers et tout ce qu'on veut, ils n'ont pas peur, ils comprennent et on peut leur parler, on a une bonne communication et tout est bien. C'est quand les gens ont une démence et qu'ils sont moins bien, ça leur fait plus peur, mais on a remarqué quand même que lorsqu'on leur parlait, ça leur faisait beaucoup de bien et qu'ils étaient contents et on a essayé d'alléger les personnes. Maintenant, il y a eu j'avais un cas d'une mère, d'une dame qui avait un certain âge, elle parlait que le français et chaque fois que je pouvais lui parler, même par téléphone, elle était toujours très très contente, ça lui a fait du bien. Mais au bout d'un certain temps, on voyait qu'elle n'était pas trop bien, donc sa fille qui avait aussi la maladie du corona, on l'a fait pénétrer dans le service et elle est hospitalisée avec la mère dans la même chambre pour pouvoir l'aider. Beaucoup d'humanité, comme toujours, vraiment, je l'ai dit, mais je le répète parce que c'est vraiment une caractéristique des hôpitaux israéliens. On connaît votre dévouement, on en profite pour saluer tout le travail des infirmières et du personnel hospitalier qui est absolument extraordinaire. Donc merci, merci vous salue, merci pour nous. Merci beaucoup. Merci. Merci Arlette. À bientôt. À bientôt. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.